Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il est grand temps de parler de mes lectures de février, de faire un petit gros update. Oui, j'ai lu pas moins de 8 titres ce mois-ci. J'allais dire que je sais pas trop comment j'ai fait, mais en fait si, j'avais pas trop de morale, donc je me suis beaucoup plongée dans les lectures et ben ça se ressent sur cet update puisque je vais vous parler de 8 titres que j'ai lu en février et de 2 autres titres que j'avais lus en janvier mais dont je pouvais pas vous parler puisque c'était un vlog lecture, donc je vais revenir dessus très rapidement. Mais bon, revenons sur les 8 titres que j'ai lus en février. Il y en a un que j'ai lu en VO, un que j'ai écouté en livre audio et 3 que j'ai emprunté à la médiathèque. Et enfin, dernier petit point stat, sur ces 8 livres, il y en a un qui m'a permis de clôturer une saga et j'ai aussi démarré et terminé une autre saga. Donc 2 séries de terminées sur le mois de février, je suis plutôt fière de moi. Enfin bon, assez parlé, on rentre dans le vif du sujet. Je dois vous parler de ces 3 titres assez rapidement quand même puisque j'en ai parlé en longueur dans le vlog lecture que je vais vous mettre juste ici. Ou ici, encore une fois je ne sais jamais. J'avais pas pu vous en parler dans l'update lecture de janvier puisque c'était encore des lectures secrètes, mais j'ai donc lu My Dear Fucking Prince de Casey McKinston en mois de janvier, donc un titre paru chez Lumen et réédité suite à la sortie du film, de l'adaptation cinématographique sur Amazon Prime je crois. C'est une romance contemporaine, une comédie romantique même j'ai envie de dire, entre 2 personnages masculins, l'un d'entre eux est le fils de la présidente des États-Unis et le second n'est ni plus ni moins l'un des princes du Royaume-Uni. Au début du roman, ces personnages ne s'apprécient pas du tout, ils se connaissent depuis plusieurs années, ils se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, mais le courant passe pas trop et on suit le point de vue d'Alex, le fils de la présidente des États-Unis donc. Et à la suite d'une grosse bourde qu'il commet durant un événement officiel d'ampleur internationale, il va devoir faire semblant d'être le meilleur ami du prince Henri. Et on s'en doute puisque c'est une comédie romantique, ces 2 faux meilleurs amis vont devenir de véritables amoureux. C'était une lecture vraiment sympa, mais un peu une redécouverte pour moi puisque j'avais d'abord regardé le film sur Amazon Prime et étonnamment, j'avais beaucoup aimé. Donc je voulais lire le livre pour voir s'il y avait des différences flagrantes et si j'allais toujours apprécier l'histoire. Alors oui, il y a quelques différences, notamment sur l'intrigue politique et sur une intrigue que je peux pas vous dévoiler parce que sinon ça vous spoilerait l'histoire. Mais en soi c'était vraiment une très chouette lecture. Le seul bémol pour moi c'est la longueur. Le roman faisait plus de 600 pages je crois. Plus de 500 c'est sûr, mais je suis quasiment certaine que c'est même plus de 600. Dans tous les cas, c'était vraiment trop long, mais je crois bien que c'est le seul reproche que je peux faire à ce roman. Le deuxième titre que j'ai lu dans ce vlog et dont je ne pouvais pas vous parler en janvier, c'est People We Meet on Vacation d'Emily Henry. Et ici, on va suivre l'histoire d'amitié entre Poppy et Alex. On suit d'ailleurs le point de vue de Poppy, une jeune trentenaire à qui tout réussit, sauf qu'elle a l'impression que finalement elle stagne dans sa vie, elle est pas heureuse malgré le fait que tout soit ok pour elle. Et elle va se rendre compte que finalement ce qui ne va pas, c'est le fait qu'elle se soit éloignée depuis 2 longues années déjà d'Alex, son meilleur ami de la fac, avec qui elle avait l'habitude d'aller toutes les années en vacances. Ils se programmaient un road trip chaque été ensemble et ils passaient les meilleures vacances de leur vie. Là aussi c'était une lecture très sympa, beaucoup plus sympa que mon premier titre de Emily Henry que j'avais lu l'année dernière, où je m'étais pas forcément ni attachée au personnage ni à l'histoire. Ici l'histoire m'a vraiment plu puisque on est à la fois dans le présent où on suit Poppy qui essaie de renouer avec son meilleur ami Alex, mais on a aussi plusieurs chapitres où on remonte dans le temps finalement, des chapitres alternatifs où on découvre les fameux road trips qu'ils ont fait ensemble et donc cette amitié qui s'est construite autour de ces voyages et comment l'amour et l'amitié peuvent avoir une frontière assez floue. Donc voilà, une autre lecture que j'ai beaucoup appréciée, d'autant plus qu'ici nos personnages ont des caractères vraiment bien différents puisque Poppy est une jeune femme très extravertie qui aime les couleurs, qui aime parler fort, qui aime voyager, alors qu'Alex lui c'est un peu le rabat-joie de service, il aime porter toujours les mêmes vêtements, il aime pas écouter la musique en conduisant, bref ils sont assez opposés, mais c'est une amitié qui fonctionne très bien et aussi une histoire d'amour très sympa. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu dans le cadre de ce vlog, mais qui est aussi le premier titre de mon update lecture de février, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'avais adoré le titre précédent que j'avais lu de cette autrice, donc j'avais vraiment hâte de réitérer l'expérience de lire un de ses titres. Et j'avoue que je n'ai pas été déçue, même si c'était pas forcément
aussi bien que le premier titre. Je pense que c'est surtout parce que j'avais pas cet effet de surprise, je savais que j'allais apprécier ma lecture. Dans Love on the Brain, on va suivre Bee, qui est une jeune femme qui va être amenée à travailler à la NASA dans le cadre d'une mission en collaboration avec une équipe qui, elle, travaille à l'année à la NASA. Il se trouve que la personne avec qui elle va devoir co-gérer cette équipe n'est autre que Levi, une personne qu'elle a déjà rencontrée dans le cadre de sa scolarité, de son doctorat je crois, et avec qui le courant passait pas du tout. Sauf qu'elle ne savait pas trop pourquoi, puisque Levi lui en voulait apparemment pour quelque chose, mais elle n'arrivait pas à savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, elle avait tellement l'impression qu'il la détestait cordialement que finalement, elle s'est mise à le détester aussi. Bref, retour dans le présent, 5 ou 6 ans plus tard, et donc ils vont devoir co-gérer cette mission ensemble. Un aspect que j'ai beaucoup apprécié dans ce titre, c'est les réseaux sociaux, puisque Bee, en plus d'être une scientifique hyper douée, elle est aussi la créatrice et l'administratrice d'un compte Twitter très populaire qui dénonce les inégalités hommes-femmes dans le domaine scientifique universitaire. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié l'histoire évidemment entre Bee et Levi, l'histoire aussi de la mission à la NASA qui se développe sous nos yeux, et donc cette fameuse intrigue autour de Twitter. Et une chose importante à savoir, je pense, du moins dans les 2 premiers livres d'Ali Hazelwood que j'ai lus, donc The Love Hypothesis et aujourd'hui Love on the Brain, il y a certains chapitres, alors je crois qu'il y en a un ou il y en a 2, je ne sais plus. Bref, il y a des chapitres, des scènes érotiques. C'est très osé, c'est très imagé. Si jamais c'est quelque chose qui vous gêne, que vous n'aimez pas, voilà, vous savez que il y a du contenu assez explicite. Après ça, j'ai démarré ma lecture en VO, c'est First Lie Wins de Ashley Elston. C'était la lecture du book club de Reese Witherspoon. J'étais tombée dessus par hasard sur Instagram. C'est pas forcément un compte que je suivais auparavant, mais du coup, quand elles ont parlé de ce titre qui est un thriller psychologique, ça m'a quand même, ça m'a fait envie. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de le lire en même temps que le book club et voir si ça me plaît. Et c'était trop bien. Ici, au niveau du résumé, je vais rester très vague, je vais vous donner juste les premiers éléments. On va suivre Evie Porter, qui est une jeune femme heureuse en ménage. Elle vient de rencontrer quelqu'un, elle vient de s'installer chez lui, tout se passe pour le mieux. Ce monsieur lui présente ses amis, mais il se trouve que Evie Porter ne s'appelle pas réellement Evie Porter, c'est son secret. Et durant une fête où elle va rencontrer d'autres personnes de l'entourage de son petit ami, elle va rencontrer une personne qui porte son vrai prénom, son vrai nom de famille et sa véritable identité. C'était excellent. Si vous souhaitez le lire en VO, n'hésitez pas, sachez qu'il est vraiment accessible, c'est de l'anglais et du quotidien, donc ça se lit tout seul, c'est vraiment très facile. On est ici dans un thriller psychologique à cheval avec un gros roman d'espionnage, ce que je ne savais pas en commençant ma lecture, mais ça ne m'a pas déplu. Au contraire, il y avait tellement de plot twists que finalement j'étais addict à ma lecture et je voulais absolument savoir ce qui se passait après. Une très très chouette découverte, d'autant plus que Ashley Elston, elle avait écrit des romans en young adulte, mais c'est son premier titre adulte et voilà, c'était excellent, je ne peux que vous le recommander. Il n'a pas encore été traduit en français puisqu'il est sorti tout début janvier 2024, mais je vais garder les yeux ouverts pour une version française parce que vraiment c'était trop chouette, il faut pas passer à côté. Ensuite, je suis restée toujours dans le domaine du mystère puisque j'ai continué ma découverte des enquêtes d'Anna Svensson, une série de cozy mystery très gourmande, et donc là j'ai écouté cette fois-ci donc en version audio Meurtre et biscuits au sucre, qui était très sympa puisqu'en fait dans celui-ci on a 2 enquêtes différentes, c'est deux histoires complètement différentes. La première se passe aux alentours de Noël, c'est donc Meurtre et biscuits au sucre, et la seconde c'est durant la Saint-Valentin et c'est Meurtre et cobbler aux pêches. Et je dois dire que j'ai été très agréablement surprise par ce format puisque le fait d'avoir 2 tomes différents, alors certes le livre audio était plus long que d'habitude, il durait 11 heures là où les précédents duraient 7 heures je crois, mais finalement les 2 histoires étaient plus courtes, moins denses, et je trouve que ça se prêtait mieux au cozy mystery. Pour rappel, dans cette série on suit Anna Svensson qui est une pâtissière, c'est la gérante du Cookie Jar et elle vit à Eden Lake, une petite ville tranquille, enfin si on veut, puisque tous les 6 mois environ quelqu'un est assassiné. On est quand même dans une charmante petite ville avec un taux de criminalité assez important. Bref, dans Meurtre et biscuits au sucre, c'est donc la fête de Noël à Eden Lake, et donc presque tout le monde est réuni, je crois que c'est à la salle des fêtes, ils se font un festin entre les plats salés et les plats sucrés, et on va redécouvrir certains personnages qui passent quand même de temps en temps dans les tomes, et on va découvrir un personnage qui va être le sujet du meurtre. C'était assez sympa puisque ici on se retrouve dans un huis clos du fait que
que tout le monde se retrouve dans cette salle des fêtes pour un repas convivial. Et comme il y a une tempête de neige qui se déclare peu de temps avant le crime, finalement tout le monde est confiné dans cet espace. Et c'était assez chouette puisque finalement ça change du schéma habituel de on vadrouille dans la ville, on écoute les commérages et blablabla et blablabla. Bref, c'était chouette. La raison et le suspect du crime était aussi assez sympathique, ça change de d'habitude. Et dans la suite, meurtre et cobbler aux pêches, ça se passe 2 mois plus tard, aux alentours de la Saint-Valentin. Cette fois-ci, c'est Lisa, l'associée d'Anna, qui se marie, donc c'est la fête. Là aussi, la majorité des personnes se retrouvent dans un endroit puisque tout le monde assiste à la cérémonie de mariage. Et juste après cette cérémonie, on retrouve un des personnages qu'on suit depuis plusieurs tomes et qu'on n'apprécie pas forcément. Bref, on retrouve cette personne assassinée. Enfin, je dis on, mais c'est encore une fois Anna qui tombe sur le cadavre. Et comme d'habitude, elle décide de mener sa petite enquête. Là aussi, c'était assez sympa puisque le schéma change de d'habitude. Et ensuite, donc, cette enquête sur le meurtre, mais aussi une autre enquête en parallèle qui va de pair avec l'intrigue de base. Bref, je peux pas vous en dire plus parce que sinon, je vous spoilerai non seulement ce tome-ci, mais aussi un petit peu ce qui se passe avant et qu'on commence à découvrir. Et évidemment, on avance aussi toujours à petits pas dans l'histoire d'amour entre Anna, Norman et Mai, puisque oui, la demoiselle ne sait pas choisir et elle a 2 prétendants à ses pieds. Bref, un tome très sympa à lire, à écouter. Ceci dit, malheureusement, j'ai lu les commentaires sur la lecture du tome suivant qui est Meurtre et cheesecake aux cerises, je crois. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues parce que l'histoire d'amour n'avance pas du tout et le schéma, le crime qui se passe était pas trop sympa. Donc j'y vais un petit peu à reculons pour écouter la suite. Et pour le moment, je reste sur cet avis positif avec donc ce tome 6, je crois, Meurtre et biscuits au sucre. J'ai aussi enfin lu La femme en moi de Britney Spears. Je dis enfin parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai réservé à la médiathèque et c'était toujours pas mon tour, ça traînait, ça traînait. Bref, au mois de février, c'était enfin mon tour de récupérer l'exemplaire proposé et j'ai pu le lire. Alors non seulement je l'ai lu très rapidement puisque ça se lit tout seul, c'est de la non-fiction autobiographique, donc forcément Britney Spears nous raconte sa vie, les événements qu'elle a vécus, comment elle les a vécus. Elle revient surtout longuement sur la tutelle qui a été mise en place autour d'elle, comment elle l'a vécu, comment elle a réussi à s'en libérer et tout ce qui s'est passé avant. J'étais très contente de l'avoir lu. J'ai aussi énormément ragé. Évidemment, si vous êtes une femme, vous allez rager en le lisant, et si vous êtes assez féministe, vous allez aussi rager. Mais bon, j'étais quand même très contente de l'avoir lu, ça m'a appris beaucoup de choses et je suis encore plus fière de Britney, de ce qu'elle a fait et de comment surtout elle s'en est sortie. Je suis trop contente pour elle. Alors évidemment, il faut pas s'attendre à de la grande littérature, d'autant plus que on sent que c'est elle qui l'a écrit, c'est pas un écrivain qui a été engagé pour écrire pour elle et pour se faire passer pour elle. Je pense vraiment que c'est Britney qui l'a écrit, ça se sent que ça vient du cœur, on a un peu ses pensées, pas forcément pêle-mêle, mais des fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de chronologie qui est respectée, mais ça m'a pas forcément dérangé à la lecture non plus. Bref, non seulement je l'ai lu, dévoré en 2 jours, mais en plus je l'ai prêté à ma mère en lui disant faut que tu le lises puisque je vais pas tarder à le récupérer à la médiathèque. Et elle s'est envolée en Allemagne avec, puisque ma sœur voulait le lire aussi. Mes parents rendaient visite à ma sœur pendant une semaine, elle vit à Berlin, donc finalement en Allemagne il a été lu aussi, il est revenu et donc il a fait un peu le tour de la famille avant de retourner à la médiathèque. Bon, et comme je vous disais tout à l'heure, février m'a aidé avec les séries, j'en ai terminé une, mais d'abord il est temps de vous présenter celle que j'ai commencée et terminée en très peu de temps, en une dizaine de jours je pense. Non, en une quinzaine de jours, je viens de voir les dates, c'est plutôt une quinzaine de jours. Bref, j'ai torpillé Wayward Pines de Blake Crouch. Oui, j'ai acheté et lu le tome 1, Révélation, le tome 2, Rébellion, et le tome 3, Destruction. Et j'étais franchement addict. Ça faisait un moment que je voulais découvrir Wayward Pines, mais les tomes 1 et 2 étaient parus dans une précédente maison d'édition, mais le tome 3, Destruction ici, n'avait jamais été publié. Du coup, je voulais pas commencer cette série si on n'avait pas la fin en français, donc je l'avais jamais découvert. Mais les éditions Game Master ont republié donc cette trilogie avec des couvertures, mais juste sublimes. Ici, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Vraiment des couvertures incroyables et une histoire complètement addictive. Avant d'acheter les tomes, je suis carrément allée sur le site de Game Master pour aller lire le premier chapitre, ou du moins les premières pages du premier chapitre,
Et en fait, j'ai même pas terminé de lire l'extrait qui était proposé. Je me suis dit, ok, c'est bon, je suis accro, je suis addict, je file m'acheter le tome 1. Le tome 1 est donc sorti à la mi-janvier. Je l'ai acheté le 31 janvier. Mais j'ai patienté avant de le lire parce que je voulais binge-reader le tome 1 et le tome 2. Bref, celui-ci est sorti le 15 janvier. Celui-ci est sorti le 1er février et donc je les ai lus d'affilée puisque le tome 1 a fait une journée et le tome 2 a fait une journée et demie. Et donc le tome 3 est sorti le 15 janvier et il n'était pas du tout disponible à la librairie. J'ai dû le commander, patienter pour recevoir mon colis. Ça a mis un temps fou. Je l'ai reçu le 24 ou le 25 février et je me suis jetée dessus pour avoir la suite puisqu'on avait un gros cliffhanger à la fin du tome 2 et j'étais dans un état pas possible. Il me fallait la suite et fin. Bref, c'était complètement addictif. Ce que je vais vous dire pour le résumé, c'est simplement qu'on va suivre l'agent fédéral Ethan Burke qui se réveille à Wayward Pines. Il a tout oublié, ou presque, il se réveille dans un état amnésique. Il a juste quelques bribes de mémoire, mais ça va lui revenir au fur et à mesure qu'il va déambuler dans Wayward Pines. Il va notamment finir par se souvenir qu'il est dans cette petite bourgade assez tranquille, parce qu'il enquête sur la disparition de 2 autres agents fédéraux qui ont été vus donc pour la dernière fois à Wayward Pines. Et le mystère va s'épaissir lorsqu'il va retrouver le cadavre de l'un de ces agents fédéraux mutilé, atrocement mutilé et... Voilà, je ne vous dirai rien de plus puisque tout se trouve ici et dans les 2 tomes suivants. C'est addictif, ça se lit tout seul. Alors oui, il y a 2-3 petits défauts. Je pense à certaines descriptions, à certaines actions qui prennent beaucoup trop de pages pour se dérouler. Et à un effet d'écriture qui me plaît quand il est utilisé avec parcimonie, sauf que là, l'auteur l'utilise un peu trop régulièrement. Donc au bout d'un moment, ça m'a agacée, mais en soi... J'ai adoré cette trilogie, je ne peux que vous la recommander. On est dans un mélange de thriller, mystère, SF, et voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil en fait l'entièreté de la trilogie. Il vaut mieux entrer dans cette lecture et ne pas en savoir grand chose et se laisser porter. Bref, une saga pépite, coup de cœur, malgré ses 2-3 petits défauts, mais j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Et enfin, le dernier titre dont je vais vous parler dans cette update lecture, c'est donc le tome final d'une série. Je pense que vous vous doutez déjà de quoi je vais parler. C'est le 4e tome de la Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Le tome final de cette saga que j'ai lu durant le Cold Winter Challenge grâce à Elise de A Book and a Cup qui proposait donc une lecture commune des 4 tomes sur l'entièreté du challenge. Et je suis très contente d'avoir lu cette série et d'avoir été boostée par l'effet collectif finalement de la lecture. Sinon, je pense que je l'aurais jamais sorti de ma palle. Alors évidemment, je ne peux rien vous dire de l'intrigue puisque c'est le 4e tome de la série et c'est surtout la conclusion de la saga. Donc je ne peux rien vous dire sans vous spoiler. Je ne peux que vous donner mon avis et malheureusement, j'ai pas vraiment accroché à ce dernier tome. Je pense que c'est surtout la direction qu'a pris l'intrigue, qui pourtant c'est de l'intrigue de base sur ces 4 tomes, mais j'étais perdue en fait. Il y a certaines choses que j'ai pas compris. C'était pour moi compliqué, souvent répétitif, voire un peu long. Et voilà, j'ai pas spécialement accroché et je me demande même si j'aurais pas pu tout simplement ne pas lire ce dernier tome, rester là où j'en étais avec le tome 3, La Mémoire de Babel, qui déjà m'avait un petit peu, pas forcément déplu, mais j'avais déjà commencé à décrocher. Bref, le 4e tome, j'ai carrément décroché. J'ai quand même lu jusqu'à la fin. J'ai détesté la fin. Pour celles et ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprenez pourquoi. Je suis déçue de ce tome 4. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. J'ai quand même terminé la saga et je suis quand même plutôt fière de moi. Voilà, ça y est, on a fait le tour de ces lectures du mois de février qui étaient quand même assez variées. De l'audio, de la VO, des séries terminées. Que demande le peuple? Je suis quand même plutôt fière. Avant de vous quitter, je vous montre très rapidement la mise en page du mois de mars. Donc toujours une page côté gauche pour la liste des lectures que je ferai sur le mois de mars. Et à droite, la page Book Haul pour le mois de mars. Petit spoiler, vous allez le voir très rapidement passer, mais j'ai déconné en fait sur le mois de février. J'ai acheté énormément de livres. À tel point que déjà sur mon compte en banque ça se ressent et ça se voit aussi sur la page. J'en ai tellement acheté que j'ai eu du mal à trouver de la place pour tous les coller.
Bref, au mois de mars, on met à l'honneur les iris blancs et les iris jaunes, et donc j'ai joué un petit peu avec les deux couleurs. Mars, c'est aussi le début du printemps, et je pense que vous l'avez vu, j'ai déjà posté les piles à lire du Blossom Spring Challenge et du Shiny Spring Challenge, donc a priori je vais avoir beaucoup de lectures variées, beaucoup de lectures différentes des unes des autres, et je suis déjà assez pressée, d'autant plus que je vais démarrer là... dans quelques minutes, je pense, ma prochaine lecture qui sera donc une des lectures du printemps. Et spoiler alerte, c'est une lecture que j'ai calée dans les deux challenges. C'est aussi un livre que j'ai acheté au mois de février, dont vous le verrez apparaître sur la page Book Haul, mais en vrai, quand je vous présenterai la vidéo Book Haul, il sera déjà lu. Et c'est pas plus mal, il est temps de réduire les livres non lus de cette bibliothèque juste derrière. Bref, voici le rendu final à partir donc des deux lectures du mois de janvier que je vous avais pas montré précédemment. Ma page couverture et book haul pour le mois de février, les lectures de février et la page couverture du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, surtout si c'est pas déjà fait, et aussi à venir me suivre sur Instagram puisque je poste quand même assez régulièrement des posts donc sur mes lectures, sur mon bullet journal et surtout pas mal de stories. Je vous demande au moins une fois par semaine quelle est votre lecture en cours et de temps en temps je vous demande de choisir une lecture pour moi, donc n'hésitez pas à me suivre et à voter. Enfin bref, dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!